Bonjour à ceux que je n'avais pas vus jusqu'ici. Alors, je vous propose de démarrer la session. Donc, nous remercions Clément qui a accepté notre invitation, qui va Bonsoir. aujourd'hui, bonsoir, nous partager depuis Grenoble, c'est ça, tu es situé à Oui, Grenoble, ton expérience sur la cartographie et la communication. exactement. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là pour cette présentation autour de la donnée géographique. Euh, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que la donnée géographique et puis comment on l'utilise dans le domaine de la communication. J'ai une première question pour savoir un petit peu euh, qui est dans l'auditoire. Qui connaît la donnée géographique? Et- voilà. Est-ce que vous êtes complètement ignorant sur la donnée géographique ou alors est-ce que vous connaissez un petit peu? Ceux qui sont dans la salle, vous pouvez lever la main comme ça ou dans le chat pour ceux qui sont à distance. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la donnée géographique? Un petit peu, pas beaucoup. Et dans le chat, personne ne se manifeste. Oui, familier. Ok, j'ai une réponse. Bien. Alors, ceux qui connaissent un petit peu pourront peut-être compléter ce que je raconte dans la partie question. Donc, je vais vous parler, peut-être, on a prévu trois quarts d'heure. On verra si c'est trois quarts d'heure ou un petit peu moins, ou un petit peu plus. Et puis après, il y aura une partie questions-réponses. Donc, je vais partager mon écran. Je vais commencer par quelques slides pour me présenter et puis pour savoir un peu de quoi on parle. Alors, petit moment technique. Voilà. Si je fais ça, je ne vois plus. OK. Donc, données géographiques et communication. Je commence par me présenter. Donc, je suis cartographe. Je pourrais rajouter géomaticien. Je travaille actuellement pour la société Abest, située à Grenoble et autour de Grenoble. On a une agence à Albertville, on a une agence dans les Pyrénées aussi. C'est une société d'ingénierie pour l'aménagement en montagne principalement. Et en cartographie, on fait de la cartographie de loisirs euh, pour les stations de ski, beaucoup de plans de piste, mais également on peut faire des plans de piste VTT, des cartes de randonnée, voilà, des choses comme ça, ou même de l'illustration 3D, enfin de la cartographie 3D pour, par exemple, des plans de sites en 3D, des parcs de loisirs, voilà, des choses comme ça. J'ai également une boutique qui s'appelle Maps Factory, où je vends des posters cartographiques. Ça, c'est issu de mon passé d'indépendant, où donc j'étais assez longtemps indépendant, cartographe indépendant, avant d'être chez Abest. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en tant qu'indépendant ou ce qu'on fait un peu chez Abest. Donc ça, c'est des exemples de cartes. Euh, pour des opérations de communication autour de la mobilité. Vous avez un plan d'un réseau prospectif sur l'agglomération de Lille, sur des projets de lignes de bus à haut niveau de service. Vous avez à droite des cartes, enfin une carte de présentation d'un projet de pôle d'échange multimodal et donc les différentes options qui sont présentées sur ce projet. Voilà. On a ici un de mes posters qui présente le massif de la Chartreuse à l'entrée des Alpes, entre Grenoble et Chambéry. Et puis, un autre exemple de mes productions, une carte d'Europe murale en papier peint, utilisée pour décorer une chambre d'enfant.
Voilà. Et ensuite, pour la partie à best horizon, donc voilà un exemple des panoramas qu'on peut faire chez Abest. Là, on est à Super-Bagnères, dans les Pyrénées. Vous avez donc un panorama 3D pour un plan été de la station avec des pistes VTT. Vous voyez hein, des pistes, beaucoup de pictogrammes pour renseigner les utilisateurs. Et puis, autour de cette carte, il y a bien sûr un document, une mise en page d'un dépliant qui va être faite. Ça, c'est la version été. Puis là, vous avez la version hiver avec les plans de pistes de ski que peut-être vous avez déjà vus. Euh, Caliblue, la marque Caliblue étant une référence dans le domaine des plans de piste. J'ai dit Abest, mais la marque qui commercialise les plans de piste, c'est Caliblue. Voilà pour petite présentation de qui je suis et ce que je produis. Maintenant, petite introduction sur qu'est-ce que une donnée géographique. Donc, on va dire que c'est une donnée spatiale qui va être géoréférencée, positionnée dans un système de projection. Donc, ça peut être des frontières, ça peut être, voilà, vous voyez, hein, toute cette liste qui n'est que, enfin, qui est très petite, hein. Il y a énormément de données qui peuvent être géoréférencées. Euh, voilà, par exemple, récemment, j'ai j'ai vu un appel d'offres sur la gestion des déchets. Voilà, on peut géoréférencer, on peut faire des analyses spatiales et des analyses géographiques sur des données géographiques autour de la gestion des déchets. Donc, la donnée géographique, l'important, c'est qu'elle va être géolocalisée et géoréférencée dans un système de projection. Un système de projection, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une manière de projeter la Terre ronde sur une surface plane. Donc c'est tout un monde, rien que c'est le point d'entrée dans la cartographie, mais rien que ça peut être très complexe. Donc vous voyez quelques petits exemples, quelques petites images de différents systèmes de projection. En fonction des usages, en fonction des besoins, on va utiliser tel ou tel système de projection. En fonction des besoins et puis aussi en fonction des endroits du monde. Et on a souvent entendu parler de cette projection, la première projection, première image à gauche, euh, qui, euh, qui donne beaucoup d'importance en surface sur les hautes latitudes pour les pôles. On voit le Groenland et l'Antarctique qui sont très importants. Et on dit souvent que cette projection européano-centrée même si elle est standard aujourd'hui, eh bien, c'est pas vraiment le reflet du monde. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. Je vais refermer la parenthèse. C'est pas trop ce qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est un sujet important quand on fait de la cartographie. Bon, voilà ce que c'est une donnée géographique, une donnée qui est géoréférencée dans un système de projection. Et donc, à quoi ça ressemble? Alors, vous avez votre petit point bleu sur Google Maps, ça c'est une donnée géographique. Mais sinon, quand on travaille dans la carto, au départ, on a ça. Nos données, c'est ça. Souvent, c'est des tableaux Excel. On appelle ça une table attributaire avec différents champs. Et c'est dans ces champs-là qu'on va piocher pour aller mettre en forme notre donnée en fonction de ce qu'on veut raconter. Et donc, c'est ça la première partie en fait du process, c'est j'ai cette data sous forme de couches et sous forme de table attributaire comme vous avez à l'écran. Et après, je vais aller piocher dedans, je vais faire des traitements, je vais faire des analyses pour pouvoir l'afficher en fonction de ce que j'ai à montrer. Alors là, cette couche-là que je vous montre, vous voyez, elle s'appelle piste en haut à gauche. Eh bien, c'est
ce sont les pistes des Deux Alpes, la station des Deux Alpes dans l'Isère. Et donc, vous voyez, vous avez le nom de la station, de la piste. Vous avez l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée. Donc, rien que ça, rien que ces deux champs, altitude basse et altitude haute, eh bien, c'est déjà très précieux. Ça nous permet de calculer un dénivelé. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez la couleur. Exemple d'usage sur le champ couleur, eh bien, on va pouvoir catégoriser l'affichage, catégoriser la mise en forme et afficher les pistes en fonction de leur couleur, etc., etc. Donc, vous voyez, ce tableau-là, cette donnée-là, va nous permettre de préparer notre affichage. Et après, donc, comment ça s'affiche? Eh bien, voilà un exemple d'affichage. Alors là, c'est un affichage brut où toutes les pistes sont de la même couleur. Il y a un fond jaune, un fond orange, un contour noir. Ça, c'est basique. Et après, on fait des traitements sur la donnée pour pouvoir l'afficher correctement. Donc ça, c'est pour des données qu'on va dire vectorielles, c'est-à-dire avec des objets. Ces objets, ça peut être des points, ça peut être des lignes, ça peut être des polygones. Donc polygones pour faire des surfaces, des points par exemple pour positionner des villes, pour positionner des points d'intérêt, et puis des lignes pour faire de la donnée linéaire pour représenter une piste, pour représenter des routes, pour représenter des rivières. Voilà, donc trois types de données vectorielles, des points, des polygones et des lignes. Et donc là, on a à l'écran une couche de polygones, une couche de surface. La, hum, la donnée géographique, ça peut être également des pixels et ça peut ressembler à ça. Donc là, vous avez une image d'élévation qui décrit le relief. Et donc ça, c'est une image faite de pixels. Là, on n'est plus avec des objets vectoriels. On a une image qui est faite avec des pixels, donc les mêmes pixels que dans vos appareils photo. Sauf que pour chaque pixel, on va avoir une donnée d'altitude en fonction de la couleur. Et en l'occurrence, plus la couleur est claire, plus l'altitude va être élevée. Et ces images-là vont nous permettre de euh, faire ce genre de visuel. Donc là, ce terrain, il a déjà été pas mal travaillé. On a une visualisation d'une montagne en 3D. Mais là, en l'occurrence, la montagne, elle est déjà travaillée. Le terrain, il est simplifié pour arriver à ce style qu'on appelle low poly, arriver à montrer la montagne de cette manière-là avec beaucoup de facettes. En bas de l'image, vous avez des bâtiments qui apparaissent. Donc au départ, cette couche-là, c'est une couche de polygones. Et sur cette couche de polygones, on va faire un traitement d'extrusion pour, euh, pour les monter en volume. Donc voilà, donc à partir d'une image d'élévation comme ça, on va pouvoir produire une image 3D. Donc par exemple, les images que je vous ai montrées tout à l'heure euh, sur les panoramas de Supermanière sont faits à partir de ces données-là. Alors les sources de données aujourd'hui, en France, c'est l'IGN. On a la chance d'avoir des données géographiques qui sont très précises en France. L'IGN produit beaucoup de données et elles sont libres depuis 2021. Et notamment pour moi, mon matériau principal pour les cartes de montagne, ça va être les données de relief. Et depuis quelques années, on travaille avec des données LIDAR, qui sont des données très précises. On a des données de relief qui sont précises à 50 centimètres. Donc avec ça, on peut faire des choses vraiment très sympas. Bon, voilà. Petit tour d'horizon très rapide
de ce que c'est que la donnée géographique. Maintenant, bah, je vais vous montrer quelques cas d'usage, quelques exemples de traitement pour ces données géographiques. Donc là, je vais changer de logiciel et que je retrouve ma souris. Tac. Voilà. C'est OK, vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien. Impeccable. Voilà. Alors, je suis désolé, je suis obligé de tourner la tête, je vais moins regarder la caméra. Je fais avec mon deuxième écran. Donc là, vous avez des sentiers de randonnée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, on a de la donnée vectorielle. Euh, on a de la donnée vectorielle qui donc représente un linéaire, hein, un tracé euh, sur, euh, sur une montagne, pardon. Là, si j'affiche le fond de carte, vous voyez, là, on est au Ménuire, les Trois-Vallées, dans les Alpes. Je suis en train de réaliser que j'ai pas, quand j'ai parlé des sources, j'ai pas été très complet, j'étais très rapide même. Donc j'ai parlé de l'IGN pour la France. Mais on a une autre grosse source principale, c'est OpenStreetMap, OSM. Donc là, vous avez un fond OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la cartographie, j'ai envie de dire. C'est la plus grosse source mondiale de données géographiques. Euh, c'est vraiment c'est vraiment une mine d'or. Après, ça dépend des endroits. On en parlera, ça, de l'homogénéité des données. Mais OSM, c'est vraiment une mine d'or pour, quand on veut faire des cartes. Donc là, j'ai mon fond de carte et vous voyez donc que les traces sont localisées, affichées sur ce fond de carte. La source de ces traces, ce sont des fichiers GPX. Euh, donc, les fichiers GPX, c'est des fichiers qui sont produits par des applications GPS. Donc, vous avez des applis sur votre téléphone quand vous êtes en rando, vous lancez l'enregistrement, Strava fait ça très bien. Si vous courez, vous connaissez, vous enregistrez votre trace et ensuite vous avez la possibilité de récupérer un fichier GPX. Mes clients font ça et nous donnent des fichiers GPX. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'était de euh, récupérer ces fichiers et de les projeter sur un fond 3D. Et puis, c'est tout. Après, le client s'occupe de faire la mise en forme. Donc, moi, je reçois des traces comme ça qui sont individuelles et dans lesquelles il n'y a pas énormément d'informations. Donc là, vous voyez, je vais retrouver le tableau Excel, enfin le tableau que j'avais tout à l'heure. J'ai le nom de la trace et puis c'est tout. En l'occurrence, il n'y a que ça qui m'intéresse. Euh, je veux juste récupérer le nom de la trace. Après, moi, je vais lui attribuer une catégorie. Je vais dire si c'est de la rando, si c'est des raquettes, si c'est du ski de rando. Et donc, donc, vous voyez, j'ai la même chose pour les traces VTT. Là, je n'ai pas les couches, malheureusement. Donc, il y a des petits points d'exclamation. J'ai la même chose pour le ski de fond. Voilà, si j'enlève les raquettes, là, j'affiche les traces de ski de fond, ainsi que les traces de ski de rando. Bon, ensuite, toutes ces traces, je vais les rassembler dans une seule couche où je vais les catégoriser. Alors là, par contre, j'ai pas la couche. Ouais, je peux pas vous montrer malheureusement
les champs, mais il y a un champ catégorie qui va me permettre donc de classer les, euh, les couches, enfin les traces par catégorie et d'affecter. Déjà, j'ai une première mise en forme. Déjà, je vais affecter une couleur par catégorie. Voilà, ça c'est la première étape du traitement qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins difficile selon la qualité de la donnée. Là, ça va, c'est quand même très simple. On a une couche, il y a le nom ici qu'on peut récupérer facilement avec une petite manip informatique, enfin une petite expression qui va aller récupérer le nom. Ensuite, l'objectif de, de ce projet, comme je vous disais, c'était de projeter des traces sur un fond en 3D. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes. Voilà. Hop. Ça, c'est la fin. Donc, à partir euh, de la donnée, donc on avait le tableau qui s'affiche sur un fond de carte dans le logiciel de cartographie. Alors, entre parenthèses, le logiciel de cartographie, c'est QGIS. Ensuite, à partir de QGIS, on va produire des images. On va produire une image qui va être bien calée, bien géoréférencée, avec une certaine échelle, etc., qui va répondre à certaines règles. Où là, je vois une trace qui est toute seule au milieu d'une image. Et cette image-là, et je vais la projeter sur un fond en 3D. Et donc là, vous voyez, ma trace, eh bien, elle est ici. Et là, tout de suite, on a quitté le monde de la data géographique, on a fait nos traitements sur la data, et on passe du côté communication. Là, en l'occurrence, donc, je vous disais, c'est les Menhirs, la station de ski, enfin, c'est la version été. On est sur quoi, de la rando ou nordique? Non, c'est une trace de ski de fond, donc ça sera hiver. Donc, ils ont cette image-là en, en fond, hein. Ils ont bien sûr une image qui est avec un rendu, avec un ciel, avec une texture neige du même ordre que celle que je vous ai montrée tout à l'heure pour Super Bannière. Et sur cette image, avec les bonnes couleurs, ils vont on va calquer cette image-là et on va pouvoir dessiner nos pistes en 3D. Donc ça peut être moi qui le fais, ou alors les clients peuvent eux-mêmes le faire si on leur livre ce genre d'image. Donc, vous voyez, on a une étape de traitement et après, on bascule du côté image en fonction de ce qu'on a besoin de raconter. Donc voilà, ça c'était le premier exemple donc de l'usage de traces linéaires pour un plan de piste, un plan de randonnée. Je vais vous montrer un autre exemple. On va changer de sujet. On va aller dans le transport. Alors le transport, c'est un petit peu particulier. Euh, on a besoin, quand on fait une carte d'un plan de transport, on a besoin de montrer les trajets des différentes lignes. Donc, il faut qu'on sache où elles passent. Mais la particularité d'un plan de transport, c'est qu'il y a plusieurs lignes, il y a potentiellement plusieurs lignes qui vont passer au même endroit. Et donc, il va falloir trouver des systèmes graphiques pour représenter cette superposition de lignes de manière intelligible. Donc la donnée, elle existe, on a des traces, de la même manière que celle que je vous ai montrée, on a des traces qui sont superposées,
Et il va falloir faire tout un traitement pour pouvoir exploser ces traces, pouvoir faire des lignes parallèles aux endroits où il y a plusieurs lignes qui passent. Je vous raconte ça pendant ce temps, mon fichier est en train de s'ouvrir. La data géographique, c'est un monde où les volumes de données sont assez costauds et on a parfois des fichiers qui sont très lourds et des temps de traitement qui peuvent être assez conséquents. Euh, donc, je vous parlais de la problématique de décalage. Donc, sur la slide que je vous ai montrée tout à l'heure, que peut-être je peux vous remontrer tout de suite pendant que ça s'ouvre. Ouais, voilà, toc, toc, toc. Donc, je vous remontre cette slide. Euh, Vous voyez bien mon écran, oui, ça va. Parce que j'ai eu une pop-up. Euh, donc, vous voyez sur le petit zoom, on voit qu'on a des lignes qui sont parallèles. En l'occurrence, il y a plusieurs pistes de VTT. La numéro 15 et la numéro 17 qui passent au même endroit. Et donc, bon, c'est une manière relativement simple de représenter des lignes qui sont superposées. Mais avant ça, eh bien, il y a pas mal de traitements à faire. Et mon fichier de réseau de transport ne veut toujours pas s'ouvrir. Alors, on va faire autrement. Je vais éviter de perdre trop de temps. Je vais laisser QGIS tourner. Alors, toc, je vais partager mon écran. Ça y est, mon fichier s'est ouvert. Donc là, on est en Belgique. Et on a donc un réseau de lignes qui sont catégorisées. Vous voyez, catégorisées, numérotées. Et là, je vois clairement que j'ai des lignes qui sont superposées. J'ai la catégorie express et la catégorie classique. Voilà. Si je désactive classique, je vois qu'elle passe au même endroit que les catégories express. Si j'affiche la table attributaire de cette couche, on a des données qui ne sont pas très intelligibles pour les humains. Pour ceux qui connaissent le réseau, ces numéros correspondent à quelque chose. On a la direction de la ligne, on a le numéro de la ligne.
le nom de la ligne et le type de ligne. Donc le type de ligne que j'ai utilisé ici pour classer mes différentes catégories. Alors, je vais vous montrer un petit peu déjà euh, le principe de classement. On travaille avec ce qu'on appelle la symbologie euh, pour mettre en forme nos entités. Et donc là, vous voyez, j'ai des règles euh, avec des expressions. C'est des règles conditionnelles. Euh, quand euh, hum, j'ai le type express, alors, tadada, je fais toute une série d'expressions euh, pour arriver à mettre en forme les lignes selon, là en l'occurrence, c'est des couleurs qui sont préétablies par une charte du réseau de transport concerné. Voilà, donc ça c'est la source. Bon, déjà, il y a un traitement. Avant d'arriver là, avant d'arriver à ce stade-là de mise en forme, il y a quand même pas mal d'étapes. Et comme je vous disais, le job là, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle soit parallèle, qu'elle soit décalée. Donc là, ben, on va faire toute une série de traitements pour arriver à ça, qui fait une bonne partie du job, mais pas complètement. Et vous voyez là, on a pas mal d'endroits où c'est un peu le bazar, hein, concrètement. Et donc après, ben, il va rester du travail manuel. Et je vais changer d'application. Hop, voilà. Et donc la suite, c'est ça. On arrive dans Illustrator, Adobe Illustrator, logiciel de dessin vectoriel, où là, on va tout mettre en forme. Donc on va avoir les données, entre guillemets, génériques du fond de carte. Là, il y a la forêt, il y a les routes, il y a les rivières, il y a le chemin de fer. Et puis par-dessus, bien, on vient poser les, euh, les lignes que je vous montrais à l'instant, où on va travailler la mise en forme pour que on n'ait plus les aberrations qu'on avait vues à l'instant dans l'écran. Donc dans tout ça, il y a un mélange de traitement automatique et après traitement manuel pour arriver au résultat final. Pareil sur les arrêts, le nom des arrêts, ça c'est des données qui sont ponctuelles. Si je vous remontre le fichier QGIS, euh, voilà, on a des couches arrêt, c'est un peu le bazar dans ce fichier-là. Allez, si je mets arrêt, OK. Toc. Là, les arrêts, ils sont classés par vous voyez, nombre d'occurrences. C'est-à-dire que dans le résultat final, on a besoin d'avoir des arrêts, soit qui sont juste des points, parce qu'il y a une ligne qui passe. Sinon, euh, on veut aussi que les arrêts s'élargissent en fonction du nombre de lignes qui passent à cet arrêt. Et donc, on va, par un traitement de la data géographique, on va compter le nombre de lignes qui passent à cet endroit. Et donc, dans cette couche, on va avoir une donnée qui va nous dire ça. Voilà, nombre d'occurrences, toc. Ici, j'ai un classement. Et en fonction du nombre d'occurrences, eh ben, je vais produire des symboles qui seront plus ou moins gros. Là, en l'occurrence, c'est juste des couleurs. C'est classé par couleur. Et puis après, dans Illustrator, eh bien, on vient remplacer ces couleurs par des arrêts qui vont être plus ou moins larges. Voilà. Et encore une fois, il y a un mélange d'automatisme
et de traitement manuel. Voilà pour cet exemple. Le temps passe vite. Je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais vous montrer une carte d'Europe. Mais pareil, la carte d'Europe, elle va mettre super longtemps à s'ouvrir. Et avec QGIS, là, je ne peux pas ouvrir plusieurs fichiers en même temps. L'exemple suivant, c'est la carte d'Europe que je vous ai montrée en exemple dans une slide, la carte d'Europe en papier peint que je vends sur ma boutique. Euh, je vais vous afficher l'image pendant que le fichier géographique s'ouvre et je vais vous raconter un petit peu le, l'histoire de cette carte-là. Voilà. Hop. Donc là, c'est l'image finale que je vous partage. Donc, je peux vous remontrer l'installation sur le mur. Une carte comme ça, là, ça fait un effet un peu monumental. On va venir se perdre dans les détails de la carte. C'est ça l'objectif, hein. Le client qui m'a commandé ça, il voulait que ses enfants puissent voyager un petit peu comme ça virtuellement depuis leur chambre et pouvoir explorer la carte d'Europe de cette manière. Donc, on veut une carte qui soit assez précise et qui soit jolie en même temps parce qu'elle doit décorer une pièce. Et donc, la data doit être au service de ça. Si je regarde un petit peu la data, donc ah ben ouais, ben c'est une image basse définition, donc on va pas voir grand-chose. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de mieux. Ça m'a coupé dans mon élan. Voilà. Je fais au plus vite, donc c'est pas le mieux que j'ai, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà un exemple de détail qu'on peut avoir sur cette carte. Vous voyez, il y a du relief, il y a les noms des pays, il y a les noms des villes, les capitales sont encadrées, il y a des mises en forme particulières pour certains trucs. Donc là, par exemple, ce petit point-là, la ville de Saint-Louis, qui est en italique, c'est probablement quelque chose que m'a fait rajouter le client. Euh, voilà, il y a les rivières, il y a les forêts. Donc, vous voyez un détail un ensemble de détails qui est assez conséquent. Et c'est ça qui est sympa avec cette carte, c'est qu'on a l'effet de loin, l'effet waouh avec la décoration. Et puis, si on vient regarder de près, on a vraiment pas mal de détails avec tout ça. Alors, là, l'enjeu, dans une carte comme ça, au niveau de traitement, c'est beaucoup moins complexe que les exemples que je vous ai montrés avant. L'exemple du réseau de bus, on a un traitement qui est assez pointu, qui est assez complexe à réaliser. Ici, le traitement, c'est, entre guillemets, je dis bien, je mets des guillemets parce que c'est pas si simple que ça, mais c'est que de la mise en forme et du nettoyage. Enfin, du nettoyage et de la mise en forme. Donc, il faut enlever la donnée quand il y en a trop et, euh, et ensuite la mettre en forme. Donc,
d'un point de vue du traitement de données, c'est pas trop là l'enjeu. La difficulté, c'est le volume. C'est-à-dire qu'on a énormément de données. Concrètement, pour réaliser cette carte, il y a 250 gigas de données sur mon ordinateur. Voilà. Donc, ça demande de la patience et ça demande une capacité informatique euh, pas négligeable pour pouvoir traiter ces données. Donc, ça, c'est un enjeu. Et puis, deuxième enjeu, la, c'est la cohérence des données. Alors, là, je vais maintenant pouvoir vous partager la géographie. Donc, la cohérence de la data. Là, par exemple, je ne vais pas m'amuser à trop jouer avec les couches parce que ça peut mettre long à l'affichage. La couche qui est affichée là, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que ça mouline, elle est assez lourde. Ce sont les rails. Euh, donc, dans une carte comme ça, c'est important d'avoir le chemin de fer. L'enjeu pour le rail, c'est voilà. Là, j'ai les chemins de fer sur toute l'Europe. Donc, premièrement, il faut trouver de la data. Et je vous ai expliqué que la, la donnée était libre, que ce soit chez l'IGN ou chez OpenStreetMap. Euh, mais selon les données qu'on veut chercher, ben, il faut savoir où chercher et parfois c'est un peu un travail de fourmi. Sur le chemin de fer, c'est pas trop compliqué. Donc, il faut trouver la donnée. Et après, il faut avoir une donnée qui soit déjà un petit peu traitée, si on ne veut pas que ça soit trop complexe. Quand on a une donnée, quand on veut une donnée à l'échelle européenne comme ça, à l'échelle du 1 millionième, la donnée OpenStreetMap qui existe, hein, qui est très complète, elle est trop complète. Et la nettoyer, ça prendrait un temps faramineux. Donc, il y a le projet Copernic de l'Union européenne qui produit des données géographiques. Donc là, j'ai beaucoup utilisé ces données-là qui sont déjà unifiées et déjà un petit peu nettoyées à l'échelle européenne. Mais ça, c'est l'Union européenne. Après, eh bien, vous voyez, on a une couleur différente ici. C'est la Russie, c'est pas en Europe. Et donc, il faut aller chercher les données russes. Et là, ben, c'est OpenStreetMap. Et donc, il y a du travail de nettoyage, etc., etc. Donc ça, c'est pour le rail. J'ai eu, j'ai eu pas mal de déconvenues aussi sur l'hydrographie. Donc là, vous voyez, ce sont euh, toutes les rivières qui s'affichent. Et donc, bon, voilà, c'est une donnée, c'est uniformisé, mais avant d'en être là, eh bien, il y a des recherches. Donc, on trouve des données pays par pays. Et en fonction des pays, ben, ce n'est pas classé de la même manière. Donc, on ne peut pas faire de mise en forme identique, etc., etc. Donc, c'est tous ces pièges-là qu'il faut arriver à déjouer. Et on pense que ça va rouler. Et puis, en fait, à chaque fois, on tombe sur des petites surprises de ce genre. Euh, et souvent, le travail avec la data géographique, c'est un travail de fourmi pour aller trouver. Donc, la donnée, elle existe, mais il faut trouver le bon champ de la table attributaire pour pouvoir la mettre en forme comme on a envie de la mettre en forme. Voilà. Bon, voilà pour cet exemple de la carte d'Europe. Euh, Dernier exemple pour terminer. Ah oui, si, un exemple de données à à chercher. En ce moment, j'ai un projet de carte de phare. On pourrait faire une carte grand format des phares de la côte atlantique près de chez vous, qui serait un peu similaire à celle-là, celle que vous avez à l'écran.
Et là, ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que, OK, il y a les phares. Alors là, vu que l'image n'est pas très bonne qualité, on ne les voit pas bien, mais ça doit être par exemple ce point-là. Voilà, donc il y a une liste des phares. Et surtout, il y a leur portée. Et donc, moi, je voudrais faire une actualisation graphique, une mise en forme graphique, faire un beau poster avec ces phares. Donc, trouver la localisation des phares, c'est pas compliqué. C'est bon. La donnée existe et on a des points avec les phares, pas de problème. Par contre, après, il faut distinguer les phares et juste les simples balises. Il faut distinguer les phares qui sont référencés euh, et qui ne sont plus en activité. Et et la partie sur la portée, bah là, j'en suis pas encore là. J'ai pas trouvé la donnée qui me permettrait d'avoir ça. Je sais qu'il y a des données qui sont publiées par le CROSS, il me semble, ou par le CHOM. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de dépouiller encore cette data-là pour aller trouver l'endroit où j'aurai la portée des phares. Et une fois que j'ai la portée, après, il faut croiser avec d'autres choses. Bref, voilà. Encore un exemple de travail avec la donnée et du chemin qu'il y a à faire avant de pouvoir être à l'étape de la mise en forme. Et je terminerai là-dessus. Je vais un peu vite et en même temps, je suis un peu trop long. Tac, 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 je cherche maintenant Illustrator. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la mise en forme de, d'un plan de réseau. Je vous montre deux exemples de mise en forme. Donc là, avec cette affiche du massif du Mont Blanc ou cette affiche de l'île de Ouessant. Donc, on a la data. Je vous ai montré différents usages de la donnée. Et après, ben, qu'est-ce qu'on veut raconter? Là, on passe, une fois qu'on a fini le traitement de la donnée géographique, on passe en mode image, on passe en mode graphisme et on va mettre en forme tout ça. Et là, on va retrouver une logique de couche où dans notre logiciel de dessin, dans Illustrator, on va travailler catégorie de données par catégorie de données. Vous voyez, donc là, par exemple, j'ai un calque avec tous les bâtiments. Voilà, et donc là, c'est que après avoir récolté, traité, travaillé toute la donnée géographique, on peut arriver à ce stade de je mets en forme la donnée. Là, si je prends l'exemple de la montagne, euh, l'idée de cette carte, c'est d'afficher juste la toponymie, c'est-à-dire les noms des sommets. Je veux rien d'autre. Je veux pas les routes, je veux pas les villes, je veux pas les rivières, etc. Je veux juste les noms des sommets. Je prends cet exemple parce qu'il est très parlant. Dans le massif du Mont Blanc, le moindre bout de caillou porte un nom. Donc déjà, il faut trier, il faut sélectionner les sommets qu'on veut afficher ou pas. C'est-à-dire, il faut les trier par périmètre, jusqu'où je vais pour afficher les sommets. Donc là, en l'occurrence, bon, là, on arrive, les montagnes, elles sont un peu moins hautes, on arrive vers la Suisse, ici c'est Martigny. Euh, de l'autre côté, le massif du Mont Blanc, pareil, se termine, redescend ici. Enfin, redescend entre guillemets, ça reste quand même des montagnes assez imposantes. Et donc voilà, il y a beaucoup de données à trier. Et quand ça sort de QGIS, ça, ben, il y a beaucoup de choses qui sont un peu superposées, c'est un peu fouillis et il faut aller tout bien organiser pour arriver au résultat final.
Voilà. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter sur la donnée géographique. J'ai été peut-être un peu plus long que ce qu'on avait prévu. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Bah, je sais pas, vous avez des questions là, dans la salle? Moi, j'ai une question sur. Vous mentionniez énormément de sources de données différentes. Ouais. Comment vous faites pour faire enfin, une veille, en fait, enfin, j'imagine qu'il y a à la fois une question de connaissance des sources de données, mais aussi de veille sur les sources de données. Où est-ce qu'apparaissent des données? Vous parliez des phares et des distances sur ces questions-là. Comment est-ce que vous faites pour explorer ces questions de faire de la veille en fait sur où trouver des données? Euh, alors déjà, il y a des outils qui nous permettent d'avoir accès aux données sans avoir à les stocker. Par exemple, OpenStreetMap, on télécharge les données en direct. Donc du coup, euh, sur OpenStreetMap, la donnée, elle ne sera pas forcément complète, mais en tout cas, quand on la télécharge, c'est la dernière qui est en cours. Après, ben, sur les autres sources, pour l'IGN, on est abonné à des newsletters l'IGN donne des infos, notamment là, les évolutions auprès de l'IGN, c'est le déploiement toujours plus important de la technologie LIDAR et donc une description du territoire français, pas que sur l'altitude, mais sur la base de données complète en LIDAR. Donc voilà, on suit, on s'inscrit à des newsletters, on fouille. Euh, Quand on a besoin d'une donnée, ben, on va aller chercher sur une source qu'on connaît. Est-ce que ça a été actualisé ou pas? Voilà. Et puis quand on a des bonnes choses, on stocke aussi, hein. Mais le stockage ne permet pas la veille. Le stockage, ça permet de, d'avoir accès facilement. Mais par contre, la veille, c'est empirique, autour des sources. Quand on connaît les sources, ben, on va regarder sur les sites, on va s'abonner à des flux d'informations. Voilà. C'est un travail de fourmi et de connaissance de l'écosystème. Alors, il y a une Merci. question dans le chat. Ouais, ah, pardon. Mais allez-y, allez-y. Ouais. Là, on a vu un workflow qui menait à des images, en fait, des cartos qui étaient figés, en fait, quelque part, finalisés. Ouais. Est-ce que vous êtes amené à travailler sur des projets plus exploratoires de données comme peuvent l'être, je sais pas, Google Maps, par exemple, où en fait, il n'y a pas une map finie, mais c'est une donnée qu'on explore plus que, comment dire, plus qu'une image, quoi. Je sais pas si je suis très clair. Ouais, est-ce que vous pouvez préciser? En fait, là, on a vu un workflow qui mène à une image dans Illustrator vectoriel, type cartographie de métro, des choses comme ça. Et cette image-là, elle est pensée comme un produit fini, terminé, en fait. Ouais. Et Google Maps a une autre approche qui est c'est une sorte d'interface entre l'utilisateur et la donnée, quoi. Ouais. Euh, ouais, je vois. Non, moi, je travaille pas. La donnée, je l'utilise. Ok, Euh, Moi, mon parcours, avant d'être cartographe, j'étais graphiste, entre guillemets, lambda. Donc, moi, mon objectif, c'est toujours j'ai de la donnée et qu'est-ce que je veux raconter avec? ok. Et du coup, quel outil je vais utiliser pour raconter ça? Il y a un usage euh, que je vous ai pas montré, c'est de la cartodynamique en 3D, où là, je suis en train de construire un produit pour une station de ski. Euh, ça peut être, ça peut peut-être répondre à votre question. Mais encore une fois, on cherche à représenter quelque chose.
euh, une station de ski qui a un volume de données. Les stations sont très gros producteurs de données, surtout les grosses stations, que ce soit des données clients ou des données de domaine. Et donc, pour montrer leur domaine, pour montrer les spécificités de leur domaine, ils ont besoin de pouvoir représenter leurs données. Donc, c'est pas juste comme ça de la data qu'on montre comme Google Earth où on va explorer, on va se balader, etc. Il y a toujours un objectif derrière, une intention. Qu'est-ce qu'on, quel besoin on a pour l'usage de cette data, quoi. Et donc, quel outil on va utiliser. Et donc, question intéressante dans le chat, c'est comment je collabore avec des journalistes, des data scientists ou des designers sur un projet de data visualisation. Ça, c'est une première question. Donc là, par exemple, je travaille sur un projet d'une exposition de cartes historiques euh, sur les impôts dans le département du Val-de-Marne. Alors, quand on travaille sur des cartes historiques, on est souvent sur des sujets comme ça un petit peu pointus. J'ai travaillé sur le cordon littoral, la formation du cordon littoral entre le XIIIe et le XVIe siècle à Sète. Donc, autant vous dire que c'est des sujets qui sont assez pointus, mais fort intéressants. Et donc, ben, dans ces cas-là, on est moins sur de la data vise, euh, parce que on est plus sur du dessin et de l'illustration, parce que la data, elle existe peu. Et sinon, ben, du coup, sur le côté data vise pur, euh, sur le côté édition, je travaille peu là-dessus. J'ai eu un projet pour montrer le trajet d'un corridor économique entre l'Inde et l'Europe. Mais c'est pareil, là on est plus dans le domaine de l'illustration que de la data visualisation. C'est pas trop mon secteur. Et la deuxième question, c'est trouver l'équilibre entre la précision géographique et la clarté visuelle ou esthétique sur la data vis. Alors ça, c'est une question très intéressante et elle est centrale, notamment quand on travaille sur la représentation, quand on travaille sur les panoramas 3D des stations. Je ne vous ai pas montré ça encore. Tout à l'heure, dans mes slides, il y avait une capture d'écran d'une montagne en 3D. Cette montagne-là, elle était très facettée, très low poly. Ici, vous avez un terrain qui est brut en 3D. Alors là, ouais, avec le partage d'écran, peut-être que ça va laguer un peu, mais non, ça va. Donc, vous voyez, les images de relief que je vous ai montrées tout à l'heure, in fine, ça peut faire ça. Donc ça, c'est un terrain en Asie centrale, Ouzbékistan ou Tadjikistan, c'est à la frontière entre les deux, je ne sais plus quel pays. Il y a un projet de station, on travaille là-dessus. Euh, donc, on a des données, là, c'est des données qui sont produites par la NASA. Et on peut trouver ça extraordinaire, ça l'est, de pouvoir manipuler des montagnes comme ça en 3D. Mais en l'occurrence, ce terrain-là, eh bien, ouais, si vous voyez, si je zoome, il n'est pas très très précis. Là, si je regarde, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un terrain un peu mou, il y a des arrondis, etc. Si je compare avec l'image que je vous montrais tout à l'heure sur euh, le domaine des menhirs, ici on a une image qui est beaucoup plus précise. Là, c'est l'IGN et on est sur des données LIDAR, comme je vous disais, à 50 centimètres, avec des traitements, etc. Bon, on arrive à décrire la montagne de manière très précise, très fine. Vous voyez, ce genre de détail-là, dans l'image, dans la 3D que je vous ai montré juste avant, elle n'y était pas. Donc, là, il y a deux enjeux. Euh, Aujourd'hui, la précision de la donnée, c'est plus un sujet, enfin, c'est plus un sujet, ça dépend où. En France, la précision de la donnée, c'est plus un sujet. Donc, on peut représenter la montagne comme ça de manière hyper réaliste. Et c'est ce qui a été enfin, c'est ce qui est demandé par certains types de stations, de clients.
d'avoir un certain réalisme. Parfois, ce réalisme-là n'est pas possible quand la donnée géographique n'est pas assez précise. On ne peut pas avoir ce réalisme. Et donc, du coup, eh bien, il faut trouver des subterfuges pour représenter la chose de manière esthétique, plus illustrative que vraiment précise géographiquement. On va prendre un parti pris différent. On n'a pas la data, et ben c'est pas grave, on fait différemment. On, on fait quelque chose de plus illustré. Et c'était l'exemple la copie d'écran que je vous montrais tout à l'heure, euh, que je peux vous remontrer rapidement. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Et donc, c'était ça. Voilà. Donc là, cette montagne, elle est au Liban. Le client demande un côté spectaculaire à la représentation de la station. Et entre guillemets, je cite, ça serait bien d'avoir comme à Courchevel. Euh, là, pour le coup, les montagnes sont euh, élancées et beaucoup plus hautes. Et dans cette région du Liban, les montagnes sont très rondes. Il y a beaucoup de dolines, etc. Donc, la spécificité géographique ne permet pas d'avoir un côté avec des montagnes super élancées, ce serait mentir. Donc, du coup, le parti pris, ça a été pour effacer le côté un peu rond de la montagne, et en plus, on avait des données qui ne sont pas très précises, et ben on essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus illustré, un peu plus ludique, type jeu vidéo, avec quelque chose de low poly. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question sur la précision de la donnée. Après, euh, quand on... Non, j'aurais pas dû arrêter le partage. Euh, Il y a un autre cas de figure où on s'arrange avec la donnée géographique. C'est euh, c'est quand on trace des, euh, des pistes là, sur un panorama 3D. euh, Bah, l'objectif, c'est que tout soit bien lisible, tout soit graphique, tout soit euh, lisible, mais qui donne envie de lire. Et donc, bah, s'il faut que la piste elle passe un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, parce qu'il faut que l'emplacement de la table de pique-nique soit visible, eh ben, on décale. Voilà, ça c'est. On prend des libertés avec la donnée géographique, et notamment bah, sur les plans de piste de ski. En général, on essaye de faire des courbes qui soient un petit peu harmonieuses, tout en respectant un minima le tracé de la piste, mais on essaye que la courbe de la piste soit jolie, on fait des virages, etc., pour donner un côté visuel qui soit intéressant. Donc, euh, la précision géographique, bah, des fois, elle est pas au service du graphisme et de la lisibilité. Il faut pouvoir à la fois éliminer de la donnée pour être moins précis géographiquement, mais pour être plus lisible. Voilà. Est-ce que, Ravière, ça répond à votre question? Merci. On peut sûrement prendre une dernière question ou deux, parce qu'il y en a dans la salle. Moi, j'avais une question simple. Est-ce qu'on peut s'auto-proclamer cartographe? J'imagine que c'est votre cas. Vous n'avez pas de formation spécifique dans ce domaine et c'est un peu
Euh, Enfin, est-ce que ça peut poser un problème de ne pas avoir de formation particulière? Bah, oui et non. C'est comme dans n'importe quel domaine, c'est l'expérience qui fait que. Euh, Effectivement, ma formation, donc j'ai dit que j'étais graphiste, ma formation, elle n'est même pas de graphiste. Euh, j'ai fait de la géographie d'abord à l'université, après j'ai fait des métiers du livre. Mon diplôme, il est là-dedans. J'ai commencé dans l'imprimerie, puis après j'ai fait du graphisme. Et donc ma formation initiale n'est pas dans la géographie, n'est pas là dans la cartographie, même si j'ai fait quelques années comme ça là-dedans au départ. J'ai commencé la carto avec un projet de com autour d'une ligne de tram où il fallait communiquer sur la construction d'une ligne de tram, euh, sur principalement sur la communication chantier. Et donc bah là, l'enjeu, c'est d'expliquer aux gens comment ça va se passer. Donc là, les enjeux, ils sont plutôt graphiques. Et je mets souvent en avant ce parcours-là. Moi, mon expérience, elle est du côté de la communication. Et donc, la data, j'ai appris à la traiter, à la manipuler sur le tas, par la force des choses. Moi, dans ma vie, j'ai toujours fait les choses de manière autodidacte. Et, euh, et donc, du coup, par rapport à... Aujourd'hui, je suis dans une entreprise d'ingénieurs et de techniciens de la géographie. Euh, Ces gens-là, ils comprennent pas trop que j'utilise pas j'utilise pas AutoCAD. Et ils ont envie de mettre toujours plus de données et toujours plus de précision. Moi, je fais le lien en fait entre ce monde-là d'ingénieurs, de géographes et la communication. Je suis plus technicien que les graphistes communicants et je suis plus artiste que les géographes purs. Voilà, c'est comme ça que je me définis. D'accord, merci. Et par exemple, justement, c'est la data. euh, Moi, mon créneau, c'est d'arriver à dire qu'est-ce qu'on prend, comment on utilise la data en fonction de ce qu'on veut dire. Qu'est-ce qu'on prend comme data? On n'a pas besoin de tout. Pourquoi on va prendre cette data et pas telle autre? J'ai un collègue qui fait de la climatologie. On travaille sur des modèles climatiques pour la gestion de la neige dans les stations euh, à échelle de plusieurs dizaines d'années. Et quand on discute sur la manière dont on va présenter les rapports, euh, là, l'enjeu, il est vraiment de communication. Parce que lui, ces données, elles sont hyper précises, elles sont hyper pointues, elles sont hyper fouillées. Et les rapports qui sont produits pour ces études-là, eh ben, ils ne sont pas forcément digestes. Euh, et donc, il faut travailler la communication pour mettre en forme la donnée de la manière la plus intelligible possible. C'est clair, merci. Bah, du coup, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on va devoir évacuer le site. Merci beaucoup, Clément. Franchement, c'était passionnant ce que tu nous as partagé. Et, nous Merci de a votre fait... attention, merci beaucoup. Franchement, on a vraiment plongé dans ton travail. C'était incroyable. Bon, super. Euh, j'ai- si, si, si vous avez des questions, des sujets à discuter, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir. Voilà. Et puis donc, effectivement, bah, content que ça vous ait plu. Je peux aller très, très loin en général quand je parle de ce que j'aime faire. Ouais. Non, mais je pense que tout le monde a vraiment apprécié. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée